Bonjour. Alors, vidéo sur les techniques d'exploration de l'appareil cardiovasculaire. Les techniques d'exploration sont toutes j'allais dire, techniques d'imagerie. Ce n'est pas que de l'imagerie. C'est tout ce que l'on peut effectuer comme examen paraclinique, c'est-à-dire en dehors du cabinet médical avec le médecin, pour explorer le cœur. Est-ce qu'il fonctionne normalement, de façon anormale? Qu'est-ce que l'on peut déceler comme pathologie? Forcément, ça vient suite à un entretien ou une visite avec un médecin qui va préconiser ou prescrire la réalisation de cet examen. À votre programme, vous devez connaître les principes et les intérêts de différentes techniques d'imagerie. L'angiographie, donc angio veut dire vaisseau, donc c'est une radiographie d'un vaisseau et notamment la coronarographie, c'est-à-dire une radiographie des artères coronaires. Donc il va falloir reprendre le principe de la radiographie. L'échographie et sa variante l'échodoppler, on fait des échographies cardiaques. La scintigraphie, un peu compliqué à comprendre, alors c'est pas spécifique au cœur, hein, on peut faire des scintigraphies osseuses également. C'est un examen pour observer le cœur. L'électrocardiographie, donc, qui permet de mesurer l'activité électrique du cœur et qui permet l'obtention d'un électrocardiogramme. Donc, dans un premier temps, alors il faut relier ça avec la feuille que vous avez sur les techniques d'imagerie médicale, avec la radiographie, et notamment, il doit y avoir un petit paragraphe étude des artères coronaires ici, dans le cas de l'infarctus du myocarde. Donc pour les artères coronaires, je vais en parler tout de suite, c'est une coronarographie. Scanner IRM, c'est pas dans ce chapitre-là qu'on les étudie. La scintigraphie, avec injection de traceurs radioactifs, je vais en parler. La fibroscopie, non. Ah, je suis un peu perdu. Et il doit manquer ici, certainement. Ah, ben, on a loupé l'écho, qui doit être ici. L'échographie, que l'on va beaucoup utiliser parce que c'est facile à réaliser, c'est pas invasif, on n'introduit rien dans l'organisme du patient. Et on va revenir sur ce principe de fonctionnement. Je vous rappelle que dans le sujet du baccalauréat, vous êtes sûr d'avoir une technique d'imagerie médicale. Ça fait partie du référentiel du programme de l'épreuve du baccalauréat. Donc vous êtes sûr d'avoir un principe de technique à énoncer. Alors, on commence par la coronarographie, une angiographie. Alors, angio, vaisseau, graphie, examen radiographique. Je rappelle, qu'est-ce qu'une radio? Une radio, c'est une absorption différentielle ici des rayons X selon la densité des tissus. C'est-à-dire que selon qu'un tissu est dur ou mou, il va plus ou moins ou différemment absorber les rayons X. Il faut retenir rayons X. Un tissu dur absorbe les rayons X et apparaît blanc, on parle d'opacité. Un tissu mou n'absorbe pas et apparaît noir, c'est une clarté. Donc là, comme ce sera un vaisseau sanguin que l'on va vouloir visualiser, ce sera un tissu mou qui ne va pas absorber les rayons X. Mais du coup, si on veut visualiser un tissu mou, on injecte un produit de contraste. Il faudra retenir ça. On va le voir dans la définition du cours. Donc, il y a obligatoirement, pour observer une artère coronaire, injection d'un produit de contraste. On appelle le produit de contraste un produit excusez-moi, opaque aux rayons X, c'est-à-dire que les rayons X vont être absorbés par ce produit-là, ce qui fait qu'on va pouvoir voir le vaisseau. L'inconvénient majeur, vous savez que les rayons X sont mutagènes, provoquent des mutations de l'ADN, et c'est
À partir du moment, et ce sera le cas, on va injecter un produit de contraste, puisque un vaisseau est un tissu mou, donc si on veut l'observer, ce sera invasif puisqu'on va utiliser une aiguille pour injecter ce produit de contraste. Alors, c'est un examen qui repose sur l'absorption différentielle des rayons X après un produit de contraste opaque au rayon X. Je rappelle que c'est souvent l'iode qu'on utilise ou le barium, mais c'est souvent l'iode. Le vaisseau sera visible, même si c'est un organe mou. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la coronarographie. C'est un exemple d'angiographie. C'est un exemple de vaisseau sanguin des artères coronaires. Mais pour étudier, explorer le cœur, on va explorer les artères coronaires. Alors les artères coronaires, ce sont des artères qui proviennent de l'artère aorte et qui reviennent à l'extérieur du cœur pour nourrir ce muscle cardiaque. Parce que c'est un muscle qui se contracte pour expulser du sang, mais ce muscle doit être nourri toujours par de l'oxygène et des nutriments, et ce sont des vaisseaux sanguins qui apportent ce sang. On voit également ici, je vous laisse regarder, les artères coronaires. Excusez-moi pour la petite pause. Donc les artères coronaires, vous les voyez bien ici, donc elles vont irriguer le myocarde. On voit bien les oreillettes en rouge ici, ventricule. Il va falloir nourrir ce muscle pour qu'il se contracte bien. Or, très souvent, ces vaisseaux peuvent être obstrués, bouchés. J'aime pas tellement le terme bouché, mais on va voir ce que c'est que ça. C'est la suite de notre chapitre. C'est une plaque d'athérome et il peut se former un caillot sanguin. Et on voit que le sang passe mal là. Si le sang passe mal, eh ben, le tissu musculaire ici ne va pas être irrigué, ne va pas recevoir d'oxygène, puisque ce sont ces globules rouges qui transportent l'oxygène. Et le tissu myocardique ici peut se nécroser, mourir. C'est ça l'infarctus du myocarde. Et c'est dû à cela. Et il faut qu'on observe les artères coronaires chez des patients qui ont eu des signes avant-coureurs d'un infarctus du myocarde. On va vérifier qu'il n'y a pas de plaque d'athérome. Je reviendrai sur cette diapo régulièrement. Une coronarographie, ben on le voit très bien ici. Donc ça, les couleurs ont été inversées. Donc ce qui est opaque au rayon X apparaît noir et on voit très bien la circulation ici dans les artères coronaires. Et ici, il y a un problème. Rétrécissement de l'artère coronaire observé par coronarographie. Donc ça permet de repérer un rétrécissement. Un rétrécissement, ça s'appelle une sténose, provoquée par une plaque d'athérome. Voilà notre plaque d'athérome en jaune. Le diamètre est bien rétréci ici. On a une sténose, le sang a du mal à passer, provoquée par une plaque d'athérome. Et du coup, on aura une ischémie, c'est-à-dire un défaut de circulation, un défaut d'irrigation d'un tissu. Donc, provoqué par une plaque d'athérome ou un caillot qui bouche la circulation. Une thrombose, c'est une coagulation. Un caillot, son nom scientifique est un thrombus. Donc une thrombose, c'est le fait c'est le déroulement d'une coagulation, une thrombose. Et ça provoque une ischémie, un défaut d'irrigation. Irriguer, c'est alimenter avec un liquide. Quand on irrigue des champs, on emmène de l'eau. Et on voit bien sur cette photo ici que l'irrigation, elle ne se fait pas bien parce que c'est bouché. Donc, ça va moins bien circuler. Donc ça, et un défaut d'irrigation, ça s'appelle une ischémie. On fera la différence à la fin de ce chapitre entre les ischémies permanentes et les ischémies transitoires. Celles qui surviennent au repos, celles qui surviennent à l'effort. Donc voilà la première technique, coronarographie. Donc c'est une radiographie, il faut savoir placer absorption différentielle des rayons X, il faut savoir placer que ça va permettre de visualiser une artère et qu'on injecte un produit de contraste opaque au rayon X. Ça c'est très important.
Deuxième technique, l'échographie et sa variante, l'échodoppler. Là, ce n'est pas des rayons X, ce sont des ultrasons que l'on utilise. On place une sonde sur la peau. Tout le monde visualise très bien cela puisqu'on utilise beaucoup cet examen pour la surveillance échographique de la grossesse. Donc, on pose une sonde sur la peau qui envoie des ultrasons. Et quand les ultrasons rencontrent un obstacle, notamment un organe, ils sont réfléchis, c'est-à-dire ils reviennent vers la sonde sous forme d'un écho. Comme vous parlez face à un mur, le son revient sous forme d'un écho. Et bien, la sonde, elle envoie un ultrason. Et les ultrasons, quand ils tapent contre le cœur, ils reviennent. Et donc la sonde, elle est émettrice et réceptrice d'ultrasons. Et les échos sont transformés en images par un ordinateur. C'est l'ordinateur qui va transformer les ultrasons en images. On a sa variante qu'on appelle le Doppler. Le Doppler, c'est une échographie sur une veine la plupart du temps, sur un vaisseau sanguin. Et ça permet d'évaluer la vitesse de circulation dans le vaisseau sanguin. Donc c'est toujours une émission d'ultrasons, réception des échos, renvoyés par les globules rouges. Ça détermine la vitesse d'écoulement sanguin. L'échodoppler, vitesse du sang. Échographie cardiaque, ça permet d'observer le cœur. L'écho cardiaque permet d'observer la morphologie du myocarde en mouvement. Ça, c'est une technique qui, justement, le permet, l'échographie, de visualiser un organe en mouvement. On peut voir un fœtus qui bouge dans la cavité amniotique. Eh bien, on peut voir les contractions cardiaques. On va pouvoir voir la taille du cœur, l'épaisseur des parois ventriculaires, des oreillettes. On va pouvoir observer l'éjection systolique, s'assurer de la bonne contractilité du cœur, qu'il se contracte bien. On va pouvoir vérifier la perméabilité des valves. On en a parlé en cours. Lorsque les valves ne sont pas étanches, on l'entendra au niveau du bruit et on appelle ça un souffle du cœur ou un souffle au cœur. J'ai plusieurs. Regardez, on voit très bien les valves. Donc ici, le cœur en position inversée, on a l'apex qui est en haut. On voit bien donc les deux ventricules ici, les oreillettes. On peut imaginer ici les valves auriculo-ventriculaires avec les cortèges tendineux. Et bien on les voit très bien là, les valves auriculo-ventriculaires. Très bien. Donc c'est vraiment un examen morphologique qui est intéressant. Donc là, vous avez dans différentes positions et on observe les parois, l'épaisseur du myocarde, on observe les valves. Voilà, donc c'est vraiment une technique intéressante parce qu'elle est très facile à réaliser. Et si je prends la fiche technique, je ne sais pas si c'est dans le cours, je crois pas, je ne l'ai pas mis, non. L'avantage, c'est que l'avantage de l'écho, c'est que c'est pas douloureux, c'est pas invasif, c'est facile à réaliser, ouais, pas invasif, indolore, sans danger. On peut avoir une image en mouvement, le fœtus, mais ça peut être le cœur. On n'introduit pas d'aiguilles, on n'introduit pas de câbles dans aucune cavité, donc, et c'est facile à faire. Donc c'est très intéressant comme technique dans ce cadre d'étude. Le Doppler, lui, permet de repérer un rétrécissement. Donc la sténose, la fameuse sténose que l'on a ici. Vu que le Doppler, on va poser une sonde qui va permettre de mesurer la vitesse de circulation du sang, la vélocimétrie, eh bien, on va pouvoir visualiser ceci. En tout cas, l'estimer. Donc ça permet de repérer un rétrécissement, une sténose provoquée par une plaque d'athérome ou un caillot qui bouche la circulation et qui provoque une ischémie. On a la même chose qu'ici. La scintigraphie. Alors la scintigraphie, ça vient du verbe scintiller. Scintiller, c'est briller. Pourquoi ce nom? Parce qu'on va utiliser des isotopes radioactifs. Vous verrez, vous demanderez à votre professeur de physique-chimie ce qu'est un isotope. C'est un atome avec un numéro atomique différent. Pensez au carbone, son numéro atomique c'est 12. Et ben, on utilise du carbone 14. Et le carbone 14
tous les isotopes peuvent émettre des rayonnements qui sont captés par donc c'est des rayonnements gamma, et captés par des caméras spéciales qui s'appellent des gamma caméras. Donc soit on a des isotopes qui se fixent trop, ce qu'on appelle des points chauds. On a ça dans le cas des infections, des tumeurs, des sécrétions trop élevées, ou des zones d'hypofixation, des points froids, destruction, mauvaise irrigation d'un tissu. C'est ce que l'on voit s'il y a une pathologie cardiaque. Donc on aura plutôt une hypofixation. Ici, vous avez des images. Voilà. Donc là, c'est quand ça se passe normalement. Alors c'est difficile à analyser, la scintigraphie. On ne vous demandera pas trop cela, mais on voit ici, plus c'est rouge, plus ça fixe bien. Moins c'est rouge, moins ça fixe bien. Euh, on voit ici, ça devrait, au repos, ok, pas de problème. À l'effort, on voit qu'ici, il y a une zone qui ne fixe pas les isotopes, donc qui est forcément détruite. Donc il y a un défaut d'irrigation. Et à l'effort, si on a ce problème-là à l'effort, on appellera ça une angine de poitrine ou un angor, qui pourra arriver à développer, si ce n'est pas traité, à l'infarctus du myocarde. Donc ça permet, là on voit bien que le rouge manque ici, donc ça ne fixe pas bien les isotopes radioactifs, parce qu'il y a un tissu il y a un problème de circulation sanguine à ce niveau-là. Et problème de circulation au niveau du cœur, ce sont la plupart du temps les artères coronaires qui posent problème, qui sont bouchées. Alors, que permet la scintigraphie? Donc, ça permet de détecter, localiser une ischémie myocardique, donc un défaut de circulation, un défaut d'irrigation au niveau d'un muscle, qui est secondaire à un rétrécissement du diamètre des artères coronaires. Et on peut mettre en évidence une zone de nécrose. Si ici, mon artère coronaire est bouchée, ce tissu-là, tout ce qui est en aval de la zone qui est bouchée, va être mal irrigué ou sera mal irrigué. On va pouvoir observer une nécrose, une mort, donc ça va moins bien se contracter. Et c'est certainement ce que l'on voit ici. Ici. On voit que le muscle ne se contracte pas normalement. Là, on a un corps normal, repos et fort, ok, tout se passe bien. Au repos, ça se passe bien, mais à l'effort, là, le cœur ne se contracte pas bien. Donc, si le cœur ne se contracte pas bien, c'est parce que la cause de cela, c'est ça. On verra comment comment ça se développe, comment ça se met en place et comment on peut le modifier, le soigner. Les traitements euh, des artères coronaires qui peuvent être obstruées par une plaque d'athérome ou un caillot sanguin. Dernier examen, une exploration pas par technique d'imagerie, mais une exploration de l'activité électrique du cœur. Le cœur émet des signaux électriques que l'on peut capter par des électrodes. Vous l'avez fait en TP, vous avez mesuré vos électrocardiogrammes au repos, à l'effort, on a fait des calculs. On a des cellules cardiaques qui ont une activité électrique à l'origine des battements du cœur. On en a parlé, ce sont les cellules nodales. On en a déjà parlé, nœuds sinusales, septales. Donc elles ont une activité électrique qui vont entraîner tous les autres cellules musculaires cardiaques. Donc on va mesurer cette activité électrique qui est l'électrocardiographie. 5 ondes à connaître. Et on va les donner par groupe d'ondes. L'onde P, le complexe QRS, l'onde T. Souvenez-vous, un cycle, je reviens à mon point de départ. Si mon point de départ c'est ici, je vais aller jusqu'ici. On a vu en cours, autant prendre le pic ici, jusque là. Et là, on a un cycle. L'onde P, alors il faut associer, on vous demande au bac d'associer l'événement électrique à l'événement mécanique. L'onde P, dépolarisation des oreillettes. Dépolarisation des oreillettes. Qu'est-ce que ça entraîne? La systole auriculaire. Une dépolarisation va entraîner une systole.
une repolarisation va entraîner une diastole, donc un relâchement. Le complexe QRS, ici, correspond à une dépolarisation des ventricules, ce qui va entraîner une systole ventriculaire. Et enfin, l'onde T, ici, elle correspond à la repolarisation des ventricules, qui précède la diastole ventriculaire ou la diastole générale. Donc je reprends ici l'onde P, dépolarisation des oreillettes, qui entraîne la systole auriculaire. Le complexe QRS, qui représente la dépolarisation des ventricules, qui entraîne la systole ventriculaire. Et l'onde T, qui représente la repolarisation ventriculaire, qui entraîne la diastole ventriculaire. Vous allez me dire, bah oui, mais là, l'oreillette se contracte, mais quand est-ce qu'elle se relâche? Eh bien, pendant tout ce temps-là, on ne voit pas l'onde de repolarisation des oreillettes. C'est ce que je remarque ici. Après la systole auriculaire, les oreillettes sont relâchées jusqu'à la fin du cycle. Et l'onde de repolarisation des oreillettes, elle est masquée par le complexe QRS. Donc on aurait une onde de repolarisation des oreillettes là, mais on ne la voit pas. Donc contraction de l'oreillette, contraction du ventricule, et après tout est relâché. Il faudra bien savoir au bac faire correspondre événement électrique à l'événement mécanique. Petit message du chocolatier, eh ben, c'était en direct. Entre les différentes ondes, on trouve des segments ici. PR mesure le temps de conduction de la dépolarisation du nœud auriculo-ventriculaire au faisceau de His. La précision, c'est pas fondamental si vous ne le retenez pas. Et au réseau de Purkinje. Segment ST correspond à la période de contraction des ventricules et à l'éjection du sang. TP, c'est le remplissage passif des ventricules. Remplissage, relâchement, remplissage des ventricules. Je ne vous demanderai pas de retenir tout ça. C'est une information en plus. Je vous demanderai par contre, à partir de cette ECG, de calculer la fréquence cardiaque. Je ferai une petite correction. On va estimer, pour que ce soit plus facile, que ici, ça vient là. Bon, voilà, on va prendre un compte juste de carreaux. Vous pourriez avoir à faire ça au bac. Dans la nouvelle version du bac que vous allez passer, dans les textes officiels qui sont tombés il y a très peu de temps, c'était en février, changement, la calculatrice est à nouveau autorisée, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on peut très bien vous demander de faire un calcul avec la calculatrice ici pour calculer une fréquence cardiaque. Je terminerai cette partie-là par des ECG anormaux. Avec un ECG, on peut vite se rendre compte de certaines pathologies. Tachycardie, on voit ici qu'il y a un nombre dans le même temps qu'ici, beaucoup plus important d'événements cardiaques. Je rappelle que un événement, ça c'est un battement. Un ensemble P, QRS, T jusqu'au prochain P, c'est un battement. Donc là, on a une fréquence élevée de battement cardiaque, c'est bien une tachycardie. Ici, une extrasystole, que l'on voit plus ici. Donc une systole en plus là, elle n'est pas complète, mais elle vient se positionner, et on voit bien une anomalie du rythme, c'est pas régulier du coup. Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que les anomalies du rythme, d'ailleurs ça porte un nom, je pourrais le rajouter ici, hop, ça s'appelle des arythmies. Donc, trouble du rythme cardiaque, une arythmie. Bloc auriculo-ventriculaire. Si on regarde ici, qu'est-ce qui se passe? P, QRS, T. Ok, tout est normal. P, 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 QRS, T. P, P, QRS, T. P. Il manque un complexe QRS, T là. Donc, on va avoir ici contraction oreillette, contraction ventricule,
contraction oreillette, contraction oreillette, contraction du ventricule, contraction oreillette, contraction oreillette. Donc vous voyez, il y a un problème. C'est-à-dire que le ventricule ne se contracte pas à chaque battement. Et donc c'est problématique. Lors de l'infarctus du myocarde, voilà le profil que l'on observe. Il est très différent d'un ECG normal. Voilà pourquoi les urgentistes, ou en tout cas quand le SAMU va venir après un appel à domicile ou enfin, n'importe où il est appelé après signalement d'un patient ou d'une patiente qui est en train de faire un infarctus du myocarde, en tout cas qui a un souci. On verra les signes qui sont caractéristiques. Hein. La personne qui fait un accident cardiaque, elle sait que ce n'est pas autre chose. Les douleurs sont très caractéristiques. Et les équipes du SAMU vont tout de suite faire un ECG parce que l'ECG de l'infarctus, il est caractéristique. On a l'onde Q de nécrose ici, qui est caractéristique. Une élévation du segment ST. On a parlé des segments PR et ST ici. Et ce tracé-là, tout de suite, permet aux équipes de dire ok, bon, c'est un infarctus. Ils vont essayer d'injecter, enfin, ils vont injecter un vasodilatateur, ou en tout cas faire inhaler un vasodilatateur coronarien pour voir s'il y a une amélioration, mais vous comprendrez ça après. Virer ça, qui vient tout seul. Bon, on est revenu au début du chapitre, c'est pas bien grave. On est là. On est là. Voilà pour aujourd'hui. On termine, donc je reprends ce qu'on a vu aujourd'hui. Justement, on va faire les techniques d'imagerie, coronarographie, échographie cardiaque, scintigraphie cardiaque, l'ECG normal. Il faut que vous connaissiez les ondes. Il faut que vous sachiez dire P, dépolarisation de l'oreillette, systole auriculaire, QRS, dépolarisation du ventricule, systole ventriculaire, T, repolarisation des ventricules, diastole ventriculaire et diastole générale, puisque à part le segment P où l'oreillette est en systole, tout le reste du battement elle est en diastole. Ça c'est fondamental ce paragraphe-là. Et savoir repérer une anomalie, pas les connaître. Mais par exemple, si je vous montre ça, vous puissiez dire, bah, il manque un complexe QRS là. Si on vous montre ceci, par rapport, bien évidemment, vous pouvez pas, vous ne pouvez pas apporter une conclusion si vous ne pouvez pas comparer avec un ECG normal. Mais en comparant avec un ECG normal, bah, qui n'est pas là, forcément, mais par rapport à celui-ci, on n'a pas l'échelle, bah, il y a beaucoup plus d'événements cardiaques, donc c'est une tachycardie. Savoir, pas interpréter, mais en tout cas dire que ce sont des ECG qui sont anormaux. Voilà pour cette partie. Dernière partie du cours qu'il faudra traiter. Donc, suite des prochains cours. Différence infarctus du myocarde, angine de poitrine, qui est due à l'athérosclérose. Le fameux vaisseau qui se bouche. Donc, les phases de l'évolution de l'athérosclérose. Allez. Les différentes phases de l'athérosclérose. Relation entre l'obstruction du vaisseau et les conséquences. Quels sont les facteurs de risque et les mesures de prévention? Et quelles sont les deux pathologies des vaisseaux coronaires? Comparaison Angor, infarctus du myocarde. On rajoutera une technique qui permet d'apprécier ces deux pathologies, de les distinguer ou de les confirmer avec un dosage d'enzymes cardiaques et les traitements avec l'angioplastie transluminale et le pontage. Voilà, et on aura terminé ce chapitre. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Allez, bonne journée.